Madame, Monsieur, bonsoir. Consultation et grande manœuvre dans la majorité. Jacques Chirac a reçu toute la journée dans son bureau de l'Hôtel de Ville. La passation de pouvoir pourrait avoir lieu la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. François Mitterrand à Moscou pour le 50e anniversaire de la victoire, l'un des derniers grands discours du chef de l'État sur la scène internationale. Également dans ce journal, la libération en Bosnie des 5 Français de l'organisation Pharmaciens sans frontières et la nouvelle condamnation de Philippe Léotard, le comédien, dans une affaire de trafic de cocaïne. Moscou, donc, capitale aujourd'hui, après Londres et Paris, de la victoire sur l'Allemagne nazie. Tous les chefs d'État occidentaux étaient aux côtés de Boris Yeltsin, le président russe, pour un hommage aux 27 millions de soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette journée marquait aussi pour François Mitterrand son dernier grand rendez-vous sur la scène internationale. Dominique Derda, Jean-François Bernigaud. La poignée de main n'aura pas lieu. Boris Yeltsin ne patientera pas une seconde de plus, apparemment trop pressé de prononcer son discours et de porter un toast au 50e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Il n'attendra pas François Mitterrand avant de quitter la salle Saint-Georges du Kremlin. Le président français a pris du retard, 2 minutes tout au plus. Il vient de déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu et longuement a rendu hommage à la fraternité des armes qui unissait les pilotes français et soviétiques de l'escadrille Normandie-Niemen. Le programme prévoyait qu'après les inévitables toasts, François Mitterrand s'exprime brièvement, mais pour son dernier voyage à l'étranger en tant que chef d'État, et pour une occasion aussi solennelle, c'est durant près d'un quart d'heure et sans la moindre note qu'il prône la paix et la réconciliation. Le paradoxe veut qu'au moment même où cet effort d'unité et de rassemblement pour la paix se produit, une sorte d'entraînement vers l'émiettement, les forces centrifuges qui répondent à un autre besoin qu'il faut comprendre, celui d'être soi-même, celui de ne pas être écrasé ou dominé par une culture ou par un peuple plus puissant. La liberté et la paix ne seront sauvegardées, laissez-moi vous dire ma propre conviction, que par la démocratie, c'est-à-dire que par l'avènement des peuples, de tous les hommes, au choix de leur destin. Si l'on prétend leur imposer une loi intérieure par le groupe des intérêts ou d'une minorité, ou les intérêts de l'extérieur par le goût de conquête, nous retomberons dans les drames qu'ont vécu les siècles précédents. Alors, je suis venu saluer la paix et je vous remercie. Pas une seule fois François Mitterrand n'a prononcé le nom de Tchétchénie, mais l'allusion était assez claire. Et c'est debout que les représentants des 50 nations invités à Moscou, unanimement, saluent le président français. En direct avec nous de Moscou, Dominique, bonsoir. Comment est-ce que le discours de François Mitterrand est-il accueilli à Moscou et est-ce qu'il peut permettre d'influencer Boris Yeltsin? Écoutez, vous le voyez peut-être derrière moi, il y a ce soir un gigantesque feu d'artifice à Moscou et un grand concert sur la place Rouge auquel assistent des dizaines de milliers de moscovites. Or, pour faire un parallèle, la guerre en Tchétchénie n'a jamais mobilisé contre elle que quelques poignées de mères de soldats éplorés et quelques rares intellectuels. Alors, pour répondre à votre question, je vous dirais que oui, vous l'avez vu, les représentants des États étrangers comme Bill Clinton et d'autres ont longuement ovationné François Mitterrand après son discours. Un discours qui a sans doute beaucoup plu aussi aux défenseurs russes des droits de l'homme comme Sergueï Kovalyov. Mais l'homme de la rue, si je peux dire, n'en a pas grand-chose à faire, si vous me passez l'expression. La Tchétchénie est loin de ses préoccupations quotidiennes et ça, Boris Yeltsin l'a bien compris depuis le début. Depuis le début, il est totalement indifférent à toutes les critiques qu'ont pu lui adresser les chefs d'État étrangers et notamment François Mitterrand. Ce qu'il souhaite, Boris Yeltsin, c'est terminer au plus vite cette guerre et il ne se soucie guère des discours, aussi importants soient-ils que la déclaration de François Mitterrand ce soir. Merci beaucoup Dominique. Et c'est précisément pour ne pas cautionner la démonstration de force de l'armée russe à l'heure où elle étouffe dans le sang la rébellion en Tchétchénie que Mitterrand, Clinton et les autres ont refusé d'assister à la grande parade militaire, la première à Moscou depuis 5 ans. Gilles Rabin. Parce qu'ils se sont battus pour une patrie disparue, l'Union soviétique, ils défilent derrière un drapeau qui porte le deuil de la faucille et du marteau. Ceux-là ont été les premiers sur la frontière allemande, ceux-là les premiers à faire la jonction avec les Américains, rêve de fraternisation, l'affiche et d'époque.
Eux sont d'aujourd'hui, mais leurs fusils Nagant et leurs uniformes sont ceux des vétérans de ce qui s'appelait du temps des soviets, la Grande Guerre patriotique. Seuls présents, l'Américain Bill Clinton et le Britannique John Major. François Mitterrand et Helmut Kohl ont refusé d'assister au défilé pour cause de guerre et de massacres en Tchétchénie. Tous, en revanche, ont boycotté le défilé militaire qui suivait sur la perspective Kutuzov. Les mêmes chars, les mêmes canons, les mêmes avions bombardent encore aujourd'hui les Tchétchènes et rasent leurs villes. Malgré ce boycott occidental, Boris Yeltsin a voulu faire de cette commémoration une démonstration de puissance et de technologie militaire russe. Bill Clinton et Boris Yeltsin se sont retrouvés plus tard pour inaugurer le monument à l'allure très soviétique de la colline de la mémoire. Court moment de répit avant un sommet américano-russe qui s'annonce difficile. Et pendant ce temps-là, la mission des soldats russes s'éternise en Tchétchénie, à Grozny, la capitale tchétchène. Ils doivent faire face à la résistance des indépendantistes, à l'hostilité de la population et à l'ennui. Reportage de nos envoyés spéciaux à Grozny, Dominique Derda, Jean-François Bernigo. Ils sont en terrain conquis et ça se voit. À Grozny, capitale éphémère d'une Tchétchénie indépendante, les troupes russes ne se déplacent à pied que pour faire leur marché. Garées en double file, les automitrailleuses veillent au grain et assurent les fréquents ravitaillements. Les primes de guerre permettent d'améliorer l'ordinaire. Ils ont des billets de 50 000 plein les poches, là et encore là. Ils se saoulent et allez. Regardez-moi cette armée. C'est une armée, ça? Depuis quelques semaines, les forces du ministère de l'Intérieur ont remplacé les soldats. Eux viennent de Sverdlovsk, dans l'Oural, la ville natale de Boris Yeltsin. Leur mission, garder le carrefour à l'angle de l'avenue de la Paix et de la rue des Combattants Rouges. Vadim et sa section tiennent la poste centrale, ou plutôt ce qu'il en reste. Ils nous tirent dessus par là, c'est pour ça qu'on a fermé. Et puis par là-haut aussi. Ça arrive souvent? Pratiquement toutes les nuits. Officiellement, pourtant, la ville est sous contrôle. La Tchétchénie, il n'y avait jamais mis les pieds auparavant. C'est à travers les cartes postales trouvées dans les décombres qu'il découvre à quoi ressemblait la capitale. Avant. Est-ce que vous sentez de la part des Tchétchènes de la haine à votre égard? C'est sûr. La journée, ils te disent « T'es mon ami, mon pote ». Et parfois, à peine t'as tourné le dos, ils t'insultent ou ils te tirent dessus. C'est déjà plus la guerre, c'est de la vengeance sanglante. Les Russes vengent les Russes, les Tchétchènes, et ça n'en finit pas. Moi, je pense que c'est bien pire qu'en Afghanistan. On en a pour bien plus longtemps. Dans Grozny libéré, comme on dit au Kremlin, ces jeunes hommes en uniforme ne risquent guère de se sentir un jour chez eux. Maintenir l'ordre ici ne sera jamais une simple opération de police. Les traces de leur passage ne s'effaceront pas de sitôt. J'ai perdu 6 amis d'un coup. Ils ont été abattus dans leur cour parce qu'ils voulaient empêcher les soldats de piller leur maison. Moi, ils m'ont dit, mets les mains sur la tête. Je l'ai fait, et alors ils m'ont battu à coups de barre de fer. Ils m'ont cassé 3 côtes ici, une de ce côté-là, la clavicule, le nez, la mâchoire. Dans une dizaine de jours, ils partent en permission, mais ils reviendront. 900 francs par mois, une double solde, c'est toujours bon à prendre. Devant le palais calciné, une belle photo souvenir et en couleur, pour dire qu'on y était, à Grozny, au printemps. Le drapeau russe flotte au vent des blindés vers d'autres ruines encore. L'actualité en France maintenant est une journée de consultation pour Jacques Chirac dans son bureau de la mairie de Paris. La passation de pouvoir avec François Mitterrand pourrait avoir lieu mercredi ou jeudi prochain. À l'hôtel de ville, nous retrouvons Nathalie Saint-Cric en direct. Cela a été un ballet continu, Nathalie, de ministres potentiels et de fidèles conseillers. Bien oui, en quelque sorte. C'était une journée de travail tout d'abord pour Jacques Chirac qui est resté renfermé toute la journée dans son bureau de l'hôtel de ville. Alors il a reçu ce matin Jacques Toubon, l'actuel ministre de la Communication, infidèle, puis Alain Madelin, UDF mais chiracien de la première heure, et enfin cet après-midi Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale. Vous ne le voyez pas, il est derrière des vitres teintées. Alors le bruit avait couru cet après-midi que Jacques Chirac pourrait se rendre
rendre au Conseil national du RPR, cet après-midi donc qui se tenait tout à l'heure, mais nous a fait savoir dans son entourage qu'en tant que président de tous les Français, il préférait s'adresser aux élus, aux militants par la voix d'Alain Juppé, ce qu'il a fait. Alors en dehors de cela, rien ne filtre. Tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut dire, c'est que Jacques Chirac ne devrait faire aucune déclaration, aucun déplacement en province ou dans Paris avant la passation de pouvoir. Une passation de pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, qui devrait intervenir en milieu de semaine prochaine, puis tout devrait aller très très vite. Nomination du Premier ministre, puis nomination du gouvernement en fin de semaine prochaine. Quant au pronostic, on pense toujours que c'est Alain Juppé qui devrait s'installer à Matignon. Merci Nathalie. Le groupe RPR à l'Assemblée nationale était, vous l'avez dit, réuni cet après-midi et une ovation a salué l'arrivée d'Alain Juppé, pressenti, ça n'est plus un secret pour personne, pour le poste de Premier ministre. Sur place, Jeff Wittenberg. Il n'y avait pas d'ordre du jour, juste une occasion de savourer la victoire. Un gaulliste à l'Elysée pour la première fois depuis 26 ans, le ton était donné. Les retrouvailles des 250 députés RPR ne pouvaient être que joyeuses. Oubliant qu'il y eut un jour des baladuriens et des chiraciens, comme un seul homme, les gaullistes affichent aujourd'hui une solide conviction unitaire lorsqu'ils parlent d'avenir. Je l'aborde avec un souci de retrouver ma famille, qui a été à un moment donné un peu divisée. Mais vous savez, nous avons l'habitude, dans le monde du gaullisme, de nous retrouver toujours. Il y a eu des plaies, c'est normal, mais je dirais qu'elles sont... Le médecin que je suis peut vous dire qu'elles sont cicatrisées. La seule chose qui est fondamentale à nos yeux, c'est l'avenir de la France et la victoire pour le septennat qui arrive. Donc c'est la victoire de tous les Français, donc on s'arrange. Autre lieu, autre réjouissance, cette fois c'est la famille élargie qui se retrouve. Le Conseil national, les quelques 700 cadres du RPR. Après une minute de silence, hommage à Robert-André Vivien, le président du mouvement, Premier ministre pressenti, fixe une nouvelle fois l'enjeu, le dossier numéro 1 qui attend Jacques Chirac. On est heureux avec Chirac. On va avoir du travail, il y aura moins de chômage. Voilà l'engagement que nous avons pris et le contrat que nous avons passé avec le peuple de France et notamment avec la jeunesse de France. Une élection chasse l'autre, la présidentielle est passée. Dès ce soir, le RPR se penche sur les municipales. Au cas par cas, certaines villes comme Paris, Grenoble ou Lyon ne sauront que plus tard le nom du candidat investi par la majorité. Véronique Saint-Olive, vous avez suivi cette réunion tout l'après-midi. Les rivalités sont complètement oubliées, c'est bien ça, on a bien compris? Oui, alors Étienne, pour ces premières retrouvailles, c'est d'abord le plaisir tout simple d'être ensemble. À la manière des anciens combattants, chacun raconte sa campagne et raconte les scores obtenus dans son fief par Jacques Chirac. Alors même si Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy ne sont pas là, même si Charles Pasqua paraît bien isolé, ce soir les Balladuriens et les Chiraciens se sentent avant tout des compagnons et ils parlent de l'avenir. Dans ce contexte, Alain Juppé, le président par intérim du RPR, est déjà apparu à tous comme le futur Premier ministre. Une reconnaissance qui donne d'autant plus de poids à ses propos sur le nécessaire rassemblement et sur ce qu'il appelle le changement profond et maîtrisé. Mais justement, dans les couloirs, beaucoup se demandent jusqu'où ira ce changement. Il ne s'agit pas seulement de faire joli, entend-on ici ou là, en faisant entrer au gouvernement 2 ou 3 jeunes et 2 ou 3 femmes. En fait, ici, tout le monde le dit et tout le monde en convient. C'est sur la politique de la lutte contre le chômage qu'on mesurera véritablement la réalité du changement promis. Merci. Grande manœuvre également à l'UDF, bureau politique réuni aujourd'hui autour de Valéry Giscard d'Estaing. Les composantes de l'UDF contraintes de s'unir pour peser face au RPR. Et pour l'Union, on tente d'oublier les rivalités du passé. Jean-Baptiste Prédali, Michel Janulatos. La façade du siège de l'UDF est en réfection. À l'intérieur, on parle de rénovation. Valéry Giscard d'Estaing avait réuni les composantes de sa confédération, presque une manière de se poser en juge de paix entre les partisans de Jacques Chirac, comme Alain Madelin ou Charles Mignon, et ceux qui avaient naguère choisi Édouard Balladur. À la sortie, ils se voulaient tous d'accord pour rénover, d'accord, mais pas tous de la même façon. L'équilibre de la majorité suppose l'existence d'un pôle UDF fort. Ce pôle UDF, nous voulons le constituer tous ensemble, et notamment le CDS et le Parti républicain. Chacun a au cœur ses ambitions, mais il est clair qu'un nouveau président de la République est élu. La majorité présidentielle s'organise autour de ce président et l'UDF veut apporter toute sa part, comme elle l'a fait pour la campagne, à l'action du président de la République. Un peu plus tard, au Parti républicain, on attendait un autre genre d'affrontement. Alain Madelin, fort de sa position chiracienne, s'opposant à François Léotard pour le contrôle du PR. Mais là encore, c'est partie remise, il y a mieux à faire dans l'immédiat.
Il est clair que le Parti républicain et ses membres souhaitent être associés au gouvernement, mais nous n'avons pas d'exigence à formuler. Et si combat il y a au PR, ce ne sera pas avant les municipales. L'après-présidentielle commence donc à l'UDF et au Parti républicain par des réunions. Dans les deux cas, pas de décision. Il est urgent d'attendre. Il était surtout urgent aujourd'hui de montrer que l'on existe encore. De son côté, Lionel Jospin va pouvoir ajouter à son patrimoine personnel un lecteur de vidéodisques, cadeau de ses sympathisants, réunis une dernière fois autour du candidat socialiste, qui leur a expliqué pourquoi il n'avait jamais véritablement cru à une possible victoire. Guylaine Chenu et Marcel Martin. Dernier rituel de campagne, la scène d'adieu. Un déjeuner pour une cinquantaine de personnes, des anonymes depuis 3 mois sur le pont ou dans les soutes de ce navire amarré au sang rue du Cherche-Midi. C'est eux que l'ancien candidat, redevenu simple citoyen, venait remercier. Après les congratulations et les confidences, Lionel Jospin n'a jamais pensé la victoire possible. Et donc, la réalité de ce rapport droite-gauche, 60-40, rendait impossible, en tout cas extraordinairement difficile, le fait d'atteindre la barre des 50%. Un rapport de force défavorable, une gauche en fin de cycle et pas assez de temps pour se forger une image de présidentiable. Voilà pour Lionel Jospin les 3 raisons d'une défaite. Ça, c'est pour le passé. Quant à l'avenir, l'objectif, c'est de faire fructifier les 47%. Pas question pour Lionel Jospin de reprendre le fauteuil de premier secrétaire du Parti socialiste. Il lui reste donc à se trouver une place. Ses partisans donnent le ton. Et je crois que Lionel Jospin a été bien plus que le candidat du Parti socialiste. Il a été le candidat de toute la gauche. Et donc son rôle, tel que je le vois, c'est de rassembler tous ceux qui se sont mobilisés derrière sa campagne. Dans le Parti socialiste, il y a des militants qui ont été formidables pour cette campagne. En même temps, c'est un parti qui vieillit un peu, puis qui est très tourné vers les enjeux de pouvoir. Je pense qu'il faut offrir des lieux de débat, des lieux de militantisme nouveaux à tous ces jeunes, pour qu'ils sentent qu'il y a une autre perspective. À gauche, la course à la rénovation est donc lancée. Dès demain, c'est le Parti socialiste qui fera le bilan de cette défaite que l'on dit pleine d'avenir. Rue du Cherche-Midi, on se prépare à faire les cartons. Voilà, et les quartiers généraux de campagne vont donc fermer leurs portes. À l'Élysée aussi, une semaine avant la passation de pouvoir, le grand déménagement a commencé. Vincent Nguyen et Roger Mathurin. Ces hommes sont des ménageurs. Ils cherchent l'entrée du palais de l'Élysée. Leur mission du jour, emporter les meubles du bureau de François Mitterrand. Après l'élection de Jacques Chirac, le grand déménagement de l'Élysée a bel et bien commencé, car le nouveau président de la République devrait venir s'installer aux environs du 15 mai. Les déménageurs du mobilier national sont fort discrets. Il nous faut les suivre pour découvrir la nouvelle adresse du secrétariat de François Mitterrand. Vous prenez des précautions particulières? Non, pas du tout. Ce sont des chefs-d'œuvre, on est obligé. Il s'agit du fameux bureau bleu signé Paulin, une commande du président Mitterrand. La tâche est délicate, mais c'est, paraît-il, une question d'habitude. C'est pas le premier président qu'on travaille avec lui. Il y avait le temps de Giscard, moi je me souviens de Giscard. Je travaillais 2 ans avec Giscard. Et puis voilà Mitterrand, 14 ans, et puis on verra Chirac. François Mitterrand va donc travailler dans cet immeuble, près du Champ de Mars, avec de nouveaux voisins très aimables. Je suis ravi d'avoir un président de la République comme voisin. Eh bien, s'il m'est permis de le rencontrer, ce sera vraiment avec toute simplicité, avec beaucoup de joie. En lui disant « Monsieur le Président », enfin, car pour moi, il est toujours Monsieur le Président. Pendant ce temps, à l'hôtel Matignon, on prépare aussi les cartons. Mais discrétion, discrétion, pas une image aujourd'hui. Le moment n'est pas encore venu, qu'on se le dise, le Premier ministre est au travail. À noter encore la satisfaction de la Bourse de Paris. L'indice CAC 40 a gagné aujourd'hui 3,18%, saluant ainsi l'élection de Jacques Chirac. Et puis une prouesse d'édition, une nouvelle prouesse d'édition, la sortie du livre de notre consoeur Michel Cotta aux éditions Flammarion, Les secrets d'une victoire. Les 2 dernières années de Jacques Chirac, ce livre fourmi d'anecdotes et bien évidemment les 4 mois de campagne et des informations qui courent donc jusqu'à dimanche, jusqu'à il y a 2 jours, l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, Les secrets d'une victoire aux éditions Flammarion. Monsieur Chirac qui a rendu hommage à la fidélité indestructible et aux qualités de cœur de Robert-André Vivien. Le député du Val-de-Marne est décédé hier soir à l'âge de 72 ans. Ancien résistant, ancien ministre, il était connu pour ses coups de gueule et son humour. Valérie Astruc. Monsieur le Président,
Nous ne savions pas que la route était aussi longue entre la rue Solferino et le Perchoir. Enfin, on vous a attendu 20 minutes avec beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas le but de mon rappel au règlement, qui se fonde... Vous êtes jaloux, pas nous. Un député haut en couleur, certainement le plus pittoresque, le plus indiscipliné de l'hémicycle. Et comme un dernier signe d'espièglerie, Robert-André Vivien est mort hier, le lendemain de la victoire de Jacques Chirac, qu'il soutenait depuis toujours. Ses amis du RPR, ce matin, ont observé une minute de silence. Le mouvement gaulliste est aujourd'hui en deuil. Il était le dernier de ces grands grognards qui, je le répète, quels que soient les gouvernements et en fonction de ses propres convictions, manifestaient dans l'hémicycle, toujours avec beaucoup d'à-propos. Gaulliste de la première heure, Robert-André Vivien avait obtenu son siège de député dès 62. Sa ville natale, Saint-Mandé, il l'avait conquise en 83. Longtemps président de la commission des finances, le bouillant député était aussi spécialiste des questions de l'audiovisuel, un audiovisuel qu'il ne ménageait pas. On veut confier la 5 et la fréquence qu'elle libère à la 7. J'ai dit que c'était, lorsqu'on a des crédits à la 7, donner du caviar à un caniche. Je persiste et je signe. Compagnon de la Libération, croix de guerre 39-45, combattant en Corée dans le bataillon le plus médaillé, Robert-André Vivien est mort le jour où l'Europe commémorait sa victoire. Le soulagement pour les 5 Français de l'organisation Pharmaciens sans frontières. Depuis 2 mois, ils étaient détenus par des miliciens serbes en Bosnie. Ils sont libres aujourd'hui après avoir versé une caution de 175 000 francs. Laurent Boussier à Paris et Stéphane Magnier à Sarajevo. Oui, bonjour monsieur l'ambassadeur. Très bien, mieux qu'hier et qu'avant-hier. 16h cet après-midi, au siège de Pharmaciens sans frontières, à Sarajevo, Simon Binet annonce à l'ambassadeur de France en Bosnie la libération de ses 5 collègues retenus depuis 67 jours par les Serbes. C'est la fin de plus de 2 mois d'angoisse, de négociations et de faux espoirs. Attendez de toute façon d'avoir passé la frontière et après on pourra dire que c'est gagné. Tout avait commencé au mois de mars, quand les 5 hommes, 4 Français et un Américain, au volant de leur camion, avaient été arrêtés par les Serbes qui les accusaient d'avoir livré du matériel logistique à l'armée bosniaque. Une accusation fantaisiste. Ils ne transportaient que des médicaments distribués pour moitié aux Serbes et pour moitié aux Bosniaques. La salle que j'ai visitée dans laquelle ils vivaient était assez petite, c'est-à-dire qu'il y avait la place pour 2 lits à étage et juste l'espace pour bouger autour. Mais c'était assez petit. Cela dit, les conditions de détention, ils s'en sont jamais plaints. C'est en début d'après-midi que les 5 hommes ont quitté leur prison direction Belgrade sans passer par Sarajevo. Mais pour cette libération, Pharmaciens sans frontières a dû, comme l'exigeaient les Serbes de Bosnie, verser une caution de 35 000 francs par prisonnier. Dans l'affaire du sang contaminé, le docteur Michel Garetta, en prison depuis 2 ans et demi, sera libérable à partir du 15 mai, lundi prochain. Donc une commission se réunira en fin de semaine pour prendre une décision. Et puis un nouveau drame dans un établissement scolaire à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Et pour des raisons encore inexpliquées, un lycéen de 16 ans s'est jeté ce matin un couteau à la main sur son professeur de physique. L'enquête sur place de Yannick Aroussi et Jacques Garniche. Les armes ne doivent pas rentrer dans un lycée et dès que vous les voyez... Pas de cours cet après-midi au lycée Arthur Rimbaud. Enseignants et élèves préfèrent consacrer la demi-journée à l'information et à la réflexion pour éviter qu'une agression se reproduise. Le lycée, encore sous le choc, cherche à comprendre ce qui a poussé Sébastien, 16 ans, à donner un coup de couteau à son professeur de physique à la fin du cours. Il m'a montré son couteau, il m'a dit que si ça me fait plaisir, c'est il allait tuer le prof. Moi je croyais qu'il plaisantait, donc j'ai rien dit. Il m'a montré le couteau, j'ai pas réalisé qu'il pouvait faire quelque chose. Et puis bon, après, à la fin du cours, il est allé dans le professeur. Au moment des faits, Sébastien a crié qu'il était Dieu. Et au policier qui lui demande son état civil, il donne le nom du personnage qu'il incarne lors des parties de jeux de rôle auxquelles il se livre au lycée. Il organisait les parties et il les gérait. On jouait à JRTM, c'était basé sur l'œuvre de Tolkien. Il n'y avait rien de dangereux, je veux dire, c'était pas le plus méchant des jeux de rôle, si on peut dire. Quand il nous a parlé des jeux de rôle, on était un peu inquiets parce qu'on se demandait s'il y avait une relation de cause à effet. On est allé voir les camarades avec qui il jouait, qui paraissent avoir un comportement standard. Quant à lui, ils nous ont dit que bon, il était un peu susceptible, mais qu'il était normal, quoi. Après l'agression, Sébastien a été placé en garde à vue. Le professeur, légèrement blessé, a pu regagner son domicile dans la matinée.
Le comédien Philippe Léotard, le frère du ministre de la Défense, se retrouve lui devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour usage de drogue. Pour sa défense, Philippe Léotard explique qu'on le juge coupable d'aimer un peu trop la vie. À l'audience, Jérôme Laurent, Gabriel Camilla. Philippe Léotard aime jouer, d'abord avec les photographes à son arrivée au palais de justice de Saint-Nazaire, mais aussi avec le public et les magistrats. Durant l'audience, Léotard pleure, provoque l'hilarité dans l'assistance ou s'amuse avec les gendarmes. Moins souriant, son ami Gérard Lamarre, en détention préventive depuis 7 mois. Gérant d'une boîte de nuit à La Baule, Lamarre est tombé pour acquisition, détention et cession de cocaïne. Entre 90 et 94, parmi les habitués de sa discothèque où, selon le procureur de la République, la cocaïne y coulait à flot, il y avait l'acteur, le chanteur Philippe Léotard. C'est ainsi que les hommes vivent. Et il n'y a pas de drogueur, vous savez ça. Moi je suis très heureux, donc ça va. Je ne suis pas drogué. Puis il n'y a pas non plus d'unijambiste à l'ensemble de l'équipe de France, vous avez remarqué. Comprenne qui pourra, l'histoire aurait pu rester très banale si le nom de François Léotard, ministre de la Défense et frère du comédien, n'avait pas été évoqué au cours de cette audience. En effet, Philippe Léotard affirme avoir été averti de l'arrivée des enquêteurs à son domicile par un secrétaire civil de son frère. Il vaut mieux être frère d'un ministre, artiste, plutôt que patron de discothèque, même s'il y a des liens d'amitié étroits qui unissent les deux, et même s'ils ont la même chose à se reprocher. Dans son réquisitoire, le procureur va balayer ce lien au ministre de la Défense, ne se préoccupant que des faits. Idem pour le tribunal qui condamne ce soir Gérard Lamarre à 2 ans de prison, dont 6 avec sursis, et Philippe Léotard à 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Dernier volet de l'actualité judiciaire de ce mardi, le procès aux assises de Bobigny d'un épicier. En 1992, il avait tué un jeune maghrébin pour une histoire de bouteilles de bière impayées. Beaucoup plus qu'un procès de la légitime défense ou du racisme, c'est celui du mal-vivre des banlieues qui a dominé la première journée d'audience. Sur place, Agnès Varamian et Jean Cornu. J'ai tué car j'ai eu peur. D'une voix étouffée, l'épicier de Montreuil s'accroche à sa version. Ce 17 février 92, Idir Merhem, 25 ans, aurait refusé de payer sa note. Échange de mots, insulte, Sylvain Boyer attend que le jeune homme sorte du magasin pour l'interpeller, puis tirer au hasard, dit-il. Idir est mort sur le coup et l'épicier affirme que le jeune homme portait un revolver. La légitime défense ne peut pas tenir un instant puisqu'on n'a pas trouvé bien évidemment d'armes sur mon client, qu'il était en train de partir, que c'est le commerçant qui l'a poursuivi, qui l'a appelé, qui l'a interpellé alors qu'il était loin de son magasin. Donc il ne peut pas y avoir de légitime défense dans ces conditions. L'épicier plaidera lui l'autodéfense. Chasseur, il détenait de nombreux fusils et depuis peu, par crainte de l'agression, une arme dans sa caisse, un pistolet à grenaille transformé pour tirer des balles. Je plaiderai qu'il n'a pas tiré, j'allais dire volontairement, il n'a pas tiré pour tuer, il a tiré parce qu'il s'est senti menacé. Voilà ce que je plaiderai demain. Pour le psychiatre, Sylvain Boyer est un homme rigide, incapable de se remettre en cause. À Montreuil, il vit dans un climat de méfiance, de persécution. Ses affaires marchent mal et chaque jeune de la cité est pour lui un agresseur potentiel. En 3 ans, l'épicier a déposé 5 plaintes, l'une pour agression, les autres pour de petits vols. Pourtant, de son propre aveu, Sylvain Boyer n'a rien à reprocher à Idir Merhem qui lui doit un peu moins de 150 francs. Non, seulement ce jour-là, dit l'expert, l'épicier a atteint ses limites de tolérance. C'est là qu'est sa faille, ne pas avoir compris qu'il fallait auparavant mettre la clé sous la porte. À noter encore le décès de maître Jacques Isorny. Il avait été le défenseur du maréchal Pétain, celui également de l'écrivain et poète Robert Brasillach, fusillé en 1945 pour collaboration avec l'Allemagne. Maître Isorny était connu pour ses affinités avec l'extrême droite. Il avait 83 ans. Au milieu des célébrations de la victoire contre le nazisme, ce 9 mai marque également la journée de l'Europe. Un immense drapeau européen, 20 mètres sur 30, a été déployé sur la façade de l'Opéra Garnier à Paris aujourd'hui. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, lançait dans une déclaration les premiers jalons de la construction européenne. Et puis 50 ans après la victoire des Alliés, on vient de découvrir au large de Cassis, près de Marseille, donc l'épave d'un sous-marin français. Il avait disparu en 1943. Le Protet repose avec son équipage par 125 mètres de fond. Des images, vous allez le voir, très émouvantes. Reportage de Jean-Claude Alanic et Maryse Richard.
Dans cette épave reposent les 73 hommes de l'équipage du sous-marin français Proté, disparu mystérieusement en décembre 1943, quelque part en Méditerranée. 52 ans plus tard, c'est par hasard que l'épave du Proté vient d'être découverte, par 125 mètres de fond, au large de Cassis, par des plongeurs de la Comex, une entreprise marseillaise qui effectuait une mission d'entraînement avec ce sous-marin d'exploration scientifique. Nous avons rencontré des pêcheurs et amis de la Ciotat qui étaient dans les parages. Nous sommes environ à 2 heures de Marseille, qui nous ont dit on croche souvent nos filets dans un point qui nous paraît bizarre. On a donc mis le rémora à l'eau et puis nous sommes arrivés sur les hélices arrière et quand j'ai vu les tubes lance-torpilles arrière, j'ai tout de suite compris que c'était un sous-marin. Nous avons retrouvé le kiosque très abîmé, le panneau fermé, donc toute ou partie de l'équipage est à l'intérieur, le canon de 105 que vous voyez dans les prises de vue, et puis tout à l'avant, la scie qui permet de libérer le sous-marin lorsqu'il est pris dans un aurain de mine ou dans un filet anti-sous-marin. Avec ses 90 mètres de long et ses 1500 tonnes, le Proté faisait partie des gros sous-marins mis en service avant la guerre. Il avait échappé au sabordage de la flotte française à Toulon pour allier plus tard les forces françaises libres en Algérie. Grâce aux archives de la marine, on sait que le Proté avait quitté Alger le 18 décembre 1943 pour combattre l'ennemi au large de Marseille. Le kiosque a dû heurter, alors qu'il était à l'immersion périscopique, une mine qui quand même comprenait 250 kg d'explosifs, qui a brisé complètement le kiosque et a causé une rentrée d'eau tellement brutale et tellement importante qu'elle a été fatale pour le sous-marin qui a coulé pratiquement sur place. L'épave du Proté ne sera pas renflouée, elle restera sur place, cercueil des 70 marins français et des 3 agents britanniques qui étaient à son bord. Cette épave, c'est une tombe de guerre, je dirais, sans emphase, une tombe sacrée. Il faut qu'elle reste là où elle est. Je pense que c'est un moment d'émotion. De la Méditerranée à l'océan Pacifique maintenant avec la finale de la Coupe de l'América en Californie sur la base de San Diego, dans la baie de San Diego, et une lutte au couteau contre le Néo-Zélandais Peter Blake et l'Américain Dennis Conner. Déjà 2 régates et déjà 2 victoires pour la Nouvelle-Zélande. Thierry Clopeau. Peter Blake, le Néo-Zélandais moustachu, aime les pommes et par les temps qui courent, c'est un signe. Tôt ce matin, heure française, dans la baie de San Diego, Blake et son voilier noir Team New Zealand ont mis pour la 2e fois consécutive sous l'été noir, avec plus de 4 minutes d'avance, le voilier américain de Dennis Conner. Blake, depuis le début de cette Coupe de l'América, c'est 34 régates victorieuses d'affilée et 2 seulement de perdues, la première sur le tapis vert et la deuxième, Blake n'était pas sur le bateau. Ce marin de 47 ans, c'est sûr, a un charisme fou auprès de ses coéquipiers. Et il est au top actuellement en navigation, aussi bien dans les grandes courses océaniques que dans les régates comme la Coupe de l'América. Pas besoin de gros moyens financiers, le projet néo-zélandais a d'ailleurs coûté 2 fois moins cher que le défi français. Le dernier fait d'armes de Blake remonte à avril 1994, où en 74 jours, il a battu ici le record de vitesse autour du monde sans escale sur son catamaran Enza New Zealand. Sacré sportif de l'année en 90 en Nouvelle-Zélande, Blake consacre toute sa vie à la voile. Sa famille n'échappe d'ailleurs pas à sa passion dévorante. Sarah Jane, ma fille, avait 2 ans quand elle a navigué entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Elle a traversé le Pacifique. Elle est restée 3 mois avec nous, partageant la vie de l'équipage et de certains sponsors. C'est ainsi que mes enfants ont grandi dans la vie. Ils aiment naviguer, mais ça n'a pas toujours été facile. Un jour, il va bien falloir que je m'arrête et que je raccroche mon ciré. En attendant, il reste à Peter Blake 3 régates à remporter face à Conner pour infliger à la voile américaine, qui a perdu seulement une fois la Coupe de l'América depuis 1851, un des plus gros camouflets de son histoire. En rugby, le héros de la finale du championnat de France, le Toulousain Christophe Delot, privé de Coupe du Monde. Elle doit débuter en Afrique du Sud dans 3 semaines. Il est blessé à la main et ne pourra pas partir avec l'équipe de France. Et puis demain soir sur notre chaîne, la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'est du football cette fois, entre Arsenal, le club de Londres, et les Espagnols de Saragosse, à 20h15 en direct du Parc des Princes. Le journal sera un petit peu raccourci. Plusieurs milliers de policiers quadrilleront le Parc des Princes pour accueillir les 20 000 supporters britanniques attendus. Enfin, toujours en sport, au championnat du monde de handball qui se déroule en Islande à Reykjavik, premier match et première victoire pour la France contre le Japon, 33 buts à 20. La France qui affrontera ce soir l'Algérie. Les Français sont vice-champions du monde de handball. Un autre très beau résultat, la vente à New York hier soir de ce Picasso de la période bleue, un portrait peint en 1903, 30 millions de dollars.
acquis par un collectionneur qui a préféré rester discret, comme on le comprend. Une autre toile peinte par Matisse, la pose hindoue, a atteint la somme de 15 millions de dollars. Vous le voyez ici, un record pour Matisse, pour un tableau de Matisse. Et puis du cinéma à présent avec la sortie demain d'un film italien, Della Morte dell'Amore, La Nuit des Morts Vivants, revisité en compagnie du comédien britannique Rupert Everett, dont c'est aussi la résurrection après 3 ans d'absence. Stéphane Oma. Si les cadavres se mettent à porter des costards et que les Maccabées se font la malle, c'est qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des morts. Rupert Everett et Francesco della Morte, gardiens d'un cimetière qui se dépeuple chaque nuit, l'enfer pour un fonctionnaire scrupuleux. Laissez-moi tranquille. Vous êtes supposé donner l'exemple. Vous allez immédiatement rentrer dans votre cercueil. Vous oseriez? Hein? Je suis le maire. Ah! Ex. Hamlet au pays des morts vivants, le rôle aurait pu effrayer Rupert Everett, plus habitué à hanter les films d'auteur. Normalement, je suis pas trop fan des films fantastiques. Ils me font chier un peu, mais celui-là, il y a plein de métaphores, il y a plein de parallèles avec la vie actuelle. En fait, l'histoire du film, c'est que le personnage principal, il comprend plus la différence entre un mort et un vivant. Et moi non plus, je comprends plus. Au fond, Della Morte et son assistant muet, incarnés par le chanteur François Hadji Lazaro, sont des romantiques, deux timides, fuyant le spectre de la solitude. Claire, tu lui dis que tu l'aimes, qu'elle est toujours ta reine. La mort, la mort, la mort, cette putain. Cette comédie macabre a remporté le prix spécial du jury au dernier festival du film fantastique de Gérard May. C'est aussi une fable sur la monstruosité des hommes. Pour leur ôter toute envie de ressusciter, le gardien du cimetière pourrait bien se mettre à les éliminer de leur vivant. Voilà, sortie demain. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, qui annonce malheureusement des températures toujours en baisse. Le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac vers minuit 10. Demain à 13h, Daniel Bilalian, et nous nous retrouverons vers 19h55 pour laisser la place vers 20h15 au football et à la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.